Voilà, maintenant le recording nous entend et donc on va pouvoir démarrer la conférence. En tout cas, bonjour Rainom, bonjour et bienvenue sur l'actualité, l'actualité technologie avec Matt, avec moi, ici votre présentateur de technologie actu. Aujourd'hui, du coup, on va parler de plein de petites choses. J'ai choisi 5 petites actualités croustillantes qui me font réagir, en tout cas personnellement. Donc, je suis accompagné de Rainom, de la chaîne Ray. Rainom, je suis de la chaîne Rainom, en fait, sur Twitch. N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Et puis voilà. Sur ce, n'hésitez pas, si vous voulez parler, à lever la main, ou encore, si vous le souhaitez, chatter directement dans le channel général ou dans le channel amphi, qui sont là juste pour ça. Si vous rejoignez le serveur Discord, bien sûr, vous pourrez accéder à ce petit encadrement sympathique. Et on réagira à vos réactions aussi, du coup. Une chose en particulier, donc, comme j'ai dit, j'ai choisi 5 actualités. Et parmi les 5 actualités, on va parler donc de Apple, on va parler de Google, on va parler de Nintendo, on va parler de Valve, et on va parler aussi d'une petite actualité que je classifierais dans Peggy 18, si jamais je devais classifier ça, qui m'a fait rire, alors je l'ai glissé là-dedans, dans les actualités assez sympathiques, quoi. Et donc, on va commencer par ce que j'ai dit en premier, Apple. Pour ceux qui ont suivi hier, Apple a démarré la WWDC 2021, donc la conférence développeurs, et ont annoncé du coup beaucoup de nouveautés. On s'attendait à du hardware, mais il n'y en a pas eu, il n'y a eu que du software et des mises à jour. Tout d'abord, FaceTime qui reçoit des mises à jour, énormément de fonctionnalités supplémentaires, notamment une qui permet maintenant à des téléphones Android ou à des PC, depuis leur navigateur, de rejoindre une conversation FaceTime. Ça, c'est une première. Et entre autres, ça fait plaisir quoi, du côté d'Apple qu'ils J'ai pas eu cette nouvelle, tu vois. Eh bien voilà. Qu'en penses-tu? Je sais pas, toi tu n'es pas trop utilisateur Apple non plus. Moi, personnellement, je ne le suis pas. Non plus, mais tu vois, c'est une ouverture au monde un peu, tu vois, à l'extérieur. C'est pas trop une phase d'Apple qu'on a tendance à voir, mais Bon là-dedans, après, a priori, FaceTime, Windows, tu vois, c'est la première fois, je pense, j'avais suivi un peu, mais j'avais pas entendu ça. l'idée, attention, faut un peu le voir comme ça, c'est, écoute, si t'as un iPhone, t'as FaceTime et t'as toutes les fonctionnalités FaceTime, que je vais lister encore après parce qu'il y en a pas mal. Sinon, si t'es pauvre, tu vas sur ton Android et c'est parti, quoi. Ouais, je me doute, c'est l'idée. Voilà, c'est un peu genre, c'est dommage, ça pousse à l'achat au final, de dire, ah putain, si j'avais un iPhone, machin. Mais bon, du coup, FaceTime, ça permet aussi de maintenant de. Bon, ils ont un truc qui s'appelle Watch Together, hein, voilà. Globalement, ça permet de regarder en même temps des séries sur Apple TV+, mais encore sur HBO, sur machin, les trucs comme ça, donc les trucs Amazon Prime et tout, potentiellement à venir. Potentiellement YouTube à venir aussi, on sait pas, pour le moment il n'a pas été annoncé, puisque c'est du côté des développeurs qu'il va falloir implémenter l'API. Donc ils ont mis en place une API qui permet de faire du Watch Together sur des plateformes de streaming très communes comme YouTube. On espère peut-être que YouTube le rejoindra, mais ça serait pas dans la politique de Google que de tomber dans FaceTime, je pense. À côté de ça, ils ont eu aussi de la spatialisation 3D au niveau du son, ce qui permet maintenant, par exemple, t'es sur ton FaceTime et t'as quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite de ton écran, et ben du coup, celui qui est à gauche, tu entends sa voix venir de la gauche, celui qui est à droite, tu entends sa voix qui vient de la droite. Bon, c'est pas foufou si fou, mais c'est là. C'est Y a, uniquement pour les appels FaceTime, ça? uniquement pour les appels FaceTime, oui. D'accord. Évidemment, il y a ensuite FaceTime pour Mac, pour iPhone et pour iPad. Et ils ont bien. C'était un petit peu genre le fil rouge de leur conférence, c'était regarder notre écosystème Mac, iPad et iPhone qui se mélangent de plus en plus. Il y a un nouveau truc qui s'appelle le Focus Mode. C'est un petit peu le mode ne pas déranger. Sauf que cette fois-ci, les gens, quand ils veulent t'envoyer un message, ils voient que t'es en ne pas déranger. Et du coup, ils le savent, potentiellement. Et s'ils ont vraiment besoin de t'envoyer un message, ils peuvent quand même t'envoyer une notification. Bon, je sais pas si ça sera abusé, je sais pas si ça va peut être désactivé complètement ou pas, mais globalement, quand tu passes en ne pas déranger sur certaines applications compatibles, donc notamment Message, iMessage et tout, là, si t'es en ne pas déranger, les gens peuvent quand même t'envoyer une notification et passer à travers la barrière que tu as mise. Donc ça, c'est dans le mode focus.
Et ils ont élargi la fonctionnalité en choisissant différents modes de focus, que ce soit pour le travail, donc tu recevras que tes mails et des gens du travail, le mode, je sais pas, sommeil, donc là tu vas recevoir quasiment rien. Bref, tu as plusieurs filtres de focus que tu peux choisir. Mais encore une fois, évidemment, certaines personnes peuvent quand même passer à travers si jamais tu l'as activé ou pas. Par défaut, c'est censé être activé, si j'ai bien suivi. En tout cas, la fonctionnalité, je la trouve sympa. Ça l'a fait un petit peu à la manière d'un Wiz sur MSN. Alors ça, c'est pour les vieux de la vieille. Hein. En gros, ça fait une bulle de message qui tremble quand tu passes, quand tu forces un message. Quoi. C'est un petit peu l'effet d'un Wiz, mais en 2020, quoi. Donc ça, c'est des trucs un peu sympas qu'on a vu passer. Réaction? Pas de réaction? Non, je trouve ça intéressant qu'ils prennent les devants, c'est pas un petit peu quand même sur certains points. Et l'intérêt quand même, si on peut quand même personnaliser, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les fonctionnalités d'Apple, mais s'il y a vraiment des personnes que tu veux bloquer plus que d'autres, par exemple pour cette fonctionnalité-là, ça devrait vraiment devenir intéressant. Oui, parce que ça sera... Si c'est par défaut et qu'on peut pas le changer, ça sera abusé, tout le monde va forcément... Enfin, j'imagine ton pote chiant et relou qui va t'envoyer des messages et qui va forcer à chaque fois. Il y aura forcément une personne. Donc j'espère que ça sera désactivable, ils l'ont pas montré. C'est intéressant. C'est super intéressant, par contre. Ouais. Ils ont annoncé une mise à jour pour Apple Wallet, donc c'est leur portefeuille Apple. Maintenant, donc ça permettait d'enregistrer des cartes bleues, un petit peu à la Samsung Pay, à la Google Pay, pardon. Donc maintenant, ça peut accepter des cartes d'identité et des permis. Donc c'est reconnu. L'objectif, c'est que ce soit reconnu et que tu montes ton permis à travers ton iPhone. Voilà. Donc l'idée, c'est encore de pousser le truc du j'ai qu'un iPhone dans mon sac, quoi. Et bien sûr, ça marcherait avec ta smartwatch aussi, la Apple Watch, on n'en parle jamais assez. Et ça fait partie de tout ça. iPadOS qui reçoit des widgets sur l'écran d'accueil. Alors les widgets, c'est pas tout à fait nouveau, mais iPadOS reçoit de plus grands widgets, on va dire. Du coup, alors, comment ils l'ont présenté, c'était pas trop vendeur à mes yeux. C'était surtout regardez notre superbe widget sur lequel je peux regarder ma série depuis mon écran d'accueil Apple, iPad, quoi. Et comment dire, merci, c'est gentil, mais je pense pas regarder ma série sur un widget qui fait 3 cm de haut. Et après, ça reste des widgets, donc ça fait reste un widget. Plusieurs années qu'on connaît, qu'ils arrivent un peu tard, mais ils arrivent quand même, et heureusement qu'ils sont là pour ça. Et il me semble bien qu'ils le porteront sur les Mac. Alors, à vérifier, mais... je suis pas certain de ça, mais l'idée c'est que ça y soit, à terme. Ouais. Et là, ça va devenir plus intéressant, quoi. Aussi, on a du coup l'iPad qui reçoit un système de multitasking un petit peu amélioré, surtout au niveau pas forcément au niveau des performances, j'ai pas trop vu de différence en soi, ça n'a pas été mis en avant, mais surtout au niveau de l'interface. Donc maintenant, multitask, il y a une petite barre qui s'affiche, tu peux choisir de split les écrans, tu peux choisir de créer des paires d'applications sur lesquelles tu vas pouvoir revenir. Par exemple, si tu fais la paire entre Twitter et Google, et puis à côté, tu fais la paire entre... Hearthstone et j'en sais rien. Bon, bref, tu peux faire des paires d'applications, tu peux switcher entre ces différentes paires, et depuis en fait l'écran qui te permet de fermer les applications, là, l'écran de multitasking, il suffit juste de prendre une application et de la glisser par-dessus une autre à la manière d'un dossier, et ça va créer le multitask comme ça. Donc c'est un petit peu magique, et c'est ce qui me fascine aussi chez Apple un peu comme ça, c'est qu'à chaque fois qu'ils font un truc, ils sont en retard, mais quand ils le font, tout a l'air magique, tout a l'air fluide, tout... c'est fait... c'est intégré au plus bas de l'OS, et c'est ça qui est fou, c'est que c'est totalement naturel. Et c'est ça. Et là où à chaque fois Android ou autre, t'as toujours des applis qui te permettent de faire des trucs, donc c'est cool, tu peux vraiment personnaliser, mais quand Apple le fait, c'est vraiment natif et c'est tellement bien intégré, quoi. En tout cas, c'est magique, et ça fait oublier qu'il y a qu'il y a de l'informatique en fait derrière. Ouais. Donc ça, c'est la politique d'Apple number one, hein. C'est vraiment... si c'est pas magique, ça doit pas y être. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, fun fact, il n'y a toujours pas d'application de calculatrice sur iPadOS, sur iPad. Il n'y a pas d'application calculatrice par défaut sur un iPad. Elle y est sur iPhone, hein, mais pas sur iPad, parce que, si je me souviens bien, il y a
Lorsqu'ils ont sorti l'iPhone, ils ont fait une calculatrice. Et lorsqu'ils ont sorti l'iPad, à la base, les développeurs avaient fait du coup la même calculatrice, mais en scale up, tu vois. Donc ils avaient juste étiré la calculatrice sur l'iPad. Et Steve Jobs, à l'époque, avait juste dit, genre une semaine avant la sortie de l'iPad, attendez les gars, mais c'est complètement moche, on dirait que c'est cheap, on retire. Et depuis, ils n'ont jamais remis d'application de calculatrice. C'est fou ça. Donc si tu as besoin d'une calculatrice, il faut aller la télécharger sur l'App Store à côté. Ouais. C'est complètement fou. Et puis une dernière chose qu'ils ont annoncé, alors ils ont annoncé plein d'autres choses, mais des trucs intéressants, c'est le Universal Control, qui permet, donc c'est un petit peu l'idée d'avoir une seule souris qui traverse plusieurs écrans, ça jusqu'ici on est bon, mais qui traverse plusieurs appareils. Donc tu as ta souris sur ton iMac, et si jamais tu as un iPad qui est à côté, avec qui est connecté à ton compte et quoi, il suffit que tu continues avec ta souris à aller à droite, et ta souris se retrouve connectée à l'iPad, et sur l'écran de l'iPad. Et derrière ça, tu peux remettre un iMac qui va... Enfin, tu peux mettre 2 iMac, un iPad, 2 iPads, un iMac. Enfin bref, ou un MacBook, un iMac, un iPad. Et donc, tu peux avoir plusieurs écrans et utiliser donc le même clavier et souris pour tous tes appareils en même temps qui sont posés sur ta table. C'est super intéressant. Ils ont même fait une démonstration avec du drag and drop. Alors, tu peux drag d'un objet qui est tout à droite, enfin, par exemple, ton iPad qui est tout à droite. Tu passes à travers ton MacBook avec le drag and drop et tu passes à travers ensuite. Et donc ça traverse tous les appareils et quand tu relâches, ça fonctionne quoi. C'est ça. Encore une fois, ce côté magique. Il y a ce petit feedback visuel quand tu essaies de pousser la souris pour la première fois. Sur l'iPad, il y a une sorte de mur qui se crée avec une sorte de boss comme si la souris se prenait un mur un petit peu en rebondissant. Et si jamais tu forces un peu plus, bah, la souris passe à travers ce mur et ça active la fonctionnalité. Donc tu peux pas... le faire sans le vouloir, normalement. Donc c'est plutôt sympa. Ça aussi, pareil, ça existait avant et avec des applications. Et c'est natif maintenant. C'est ultra bien intégré et tellement facile de connecter. Normalement, t'as un iPad sur le même réseau, tu l'allumes et tout se fait tout seul en fait. C'est ça. C'est fou. C'est complètement ça. Et c'est surtout, en plus d'être natif, c'est quand même dans l'écosystème Apple. Et ça renferme encore plus l'écosystème Apple et le truc de l'écosystème parfait et magique, quoi. Ouais. Donc bonne chose, mauvaise chose, ça dépend de ton porte-monnaie, en quelque sorte. Et puis voilà, c'est tout ce que j'en ai extrait. Il y a plein d'autres petites fonctionnalités. Il y avait de l'auto-translate à la Google Trad. Il y avait de l'auto... il y a peut-être quelque chose, c'est... on peut normalement avec son appareil photo, donc pour notre iPhone, on va capter un texte, une image, quelque chose comme qui va être par exemple une affiche. On pourra extraire le texte de l'affiche en le sélectionnant directement dessus. Et ça, c'est du coup intégré nativement aussi à l'appareil photo et c'est encore un truc de... C'est vrai. C'est fou. Donc le truc qui permet de scanner un tableau, une feuille, un truc. Ouais. Ça, pareil, ça existait encore déjà chez Android, hein, donc c'est pas foufou, c'est fait un petit peu comme le reste. Mais mais voilà, c'est bien que ça existe. Il y a le truc de la note aussi, tu peux quick note, donc quand tu glisses ton stylo d'en bas à droite du coin de ton iPad, et ben t'as la note qui sort, donc t'as un petit post-it. Et tu peux épingler le post-it. Ah oui, il y a une grosse mise à jour de Safari aussi. Safari maintenant, il ressemble plus à Safari. Ils ont changé complètement visuellement. Ils ont annoncé que c'était le navigateur internet le plus rapide devant Google Chrome et devant Edge, qui était aussi rapide. Parce que maintenant, ils savent faire de plus en plus. Ils optimisent de plus en plus pour leurs nouveaux processeurs et tout. Donc, mais bon, on s'attendait quand même à avoir un MacBook qui apparaisse. Alors, personnellement, moi je m'attendais à un MacBook parce que ils sont en train de transitionner progressivement et de se détacher de Intel parce qu'ils ont maintenant leur propre processeur, les Apple M1. Ouais. Et je m'attendais à ce qu'ils annoncent un MacBook parce qu'ils ont dit que leur transition allait durer 2 ans. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'ils vont transitionner. Non, ils n'ont pas transitionné. Enfin, pas sur le MacBook encore. Et je pense que la dernière des transitions qu'ils vont faire, ça va être le Mac, c'est-à-dire leur gros PC, le Mac Pro. Là, à mon avis, ça va prendre plus de temps parce que pour le moment, les processeurs du coup M1 n'ont pas de driver existant pour les cartes graphiques Nvidia ou AMD.
Et vu que les Mac Pro ont besoin d'une carte dédiée, Apple ne font pas de carte graphique, donc forcément, ils achètent encore Eh oui. ailleurs. Mais bref, ça c'est du coup que des grosses mises à jour logicielles. Du coup, oui, tout ça c'était sur iOS 15 pour l'iPhone. Il y a l'Apple Watch, nouvel OS, etc. Bon, bref. Ouais, nouveautés partout. Après, il faut rappeler que ça restait une conférence pour les développeurs, donc Bien sûr. Mais pas ça, grand quand même, public. c'était quand même une conférence visée au public, quand même. Hein. C'était très scénarisé, très. Ah oui, ça c'est sûr. C'était très. Voilà, quoi. Mais Ça parlait au c'est la public. Worldwide Developers Conference, donc Oui, oui, bien sûr. Après, c'est sur plusieurs jours que ça se déroule. Là, la conférence d'entrée, c'était grand public. Voilà. J'étais sur YouTube, il y avait 500 000 personnes qui regardaient en même temps, c'était n'importe quoi. Voilà, c'était là, quoi. 500 000 personnes en live, c'est ouf. Hein. Que Apple qui peut faire ça. Hein. Enfin bref, je pense qu'on va conclure quand même. Hein, on parle beaucoup d'Apple, mais on va conclure cette actualité. On va passer à l'actualité suivante. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez rejoindre le serveur Discord afin de pouvoir réagir en temps réel, demander à prendre la parole, si vous le souhaitez évidemment, ou encore juste écrire dans le chat vos réactions si vous n'avez pas envie de parler. Cela se fait aussi, il y a un chat dédié. Vous pourrez aussi retrouver la rediffusion pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Ça se fait, pas de problème. On se retrouvera une prochaine fois pour ceux qui sont sur YouTube en live sur Discord, vous avez les liens dans la description. Actu numéro 2, assez intéressante. Google n'a pas lâché Stadia, et ne lâchera pas Stadia d'ailleurs, hein, ils n'ont pas encore arrêté de le développer en quelque sorte, bon, même s'ils ont pris des décisions un petit peu qui vont ralentir le développement. Oui. Oui, non, parce que je réagis un peu par rapport, mais oui, en gros, il y a eu beaucoup d'échos comme quoi Stadia est mort, blablabla. C'est juste que Google ont décidé d'arrêter de financer la création de jeux vidéo pour Stadia. Donc maintenant, ça va être, ils se tournent plus vers une plateforme qu'ils vont mettre à disposition pour les développeurs, pour du etc. streaming, hein, tout simplement. Et autres jeux, voilà, exactement, et une autre voie. Eh bien, la petite nouveauté qui va s'ajouter à Stadia dans pas très longtemps, c'est que Stadia va recevoir une application pour Google TV. Google TV, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la version de Google de Android TV, qui est la version open source, quoi. Et donc Google TV, c'est la version fermée par Google de ce système d'exploitation intelligent pour télévision, mais aussi pour des Chromecast aussi. Il y a des Chromecast qui sont vendus avec Google TV directement installés dessus. Et donc, enfin, on va pouvoir utiliser Google Stadia sur Android TV, en fait, tout simplement. Et ça fait du bien, parce qu'on l'attendait. Aujourd'hui, tu pouvais... Alors, il l'avait annoncé il y a super longtemps, comme quoi on aurait pu jouer sur un Chromecast Ultra ou quoi. C'est toujours pas arrivé. Ou alors, c'était que pour ceux qui avaient la manette et tout qu'il fallait. Maintenant, avec Google TV, donc tu pourras utiliser n'importe quelle manette que tu veux. Et moi, je trouve ça cool et ça m'intéresse parce que moi, j'ai un petit Google TV à la maison, un petit Chromecast avec Google TV. Et j'ai pu tester xCloud dessus. J'étais très très déçu. Alors, c'est sûrement dû à la connexion Wi-Fi de l'endroit où j'ai joué qui était pas terrible. Mais quand même, très déçu. Des fois, ça démarrait vraiment pas du tout. Alors que bon, il est censé y avoir quand même un retour d'image. J'attends de voir, parce que moi je suis très enthousiaste sur ce que Stadia produit, ce que Google produit avec Stadia, parce que pour l'instant, moi je trouve la technologie complètement folle. Je pense que c'est le meilleur moyen de streamer des jeux, devant et de très loin, Xbox xCloud et n'importe quel autre d'ailleurs. Il y avait quoi? Il y a Nvidia aussi, qui est pas mal, mais pareil, mieux que xCloud, mais pas mieux que pour moi Stadia qui reste quand même très très réactif, hein, faut pas abuser. Hein. J'ai joué à Destiny 2 dessus, j'avais vraiment pas l'impression qu'il y avait du délai. Alors, ensuite j'avais une connexion fibrée, mais au-delà de ça, quand j'avais testé Stadia Pro gratuitement pendant 2 mois sur un jeu de musique, de rythme de musique qui s'appelait Thumper, c'est ça, une sorte de jeu de musique donc qui demande d'être réactif et tout, j'avais testé ça sur la 4G, sur une 4G box à un moment. C'était nickel quoi, c'était acceptablement jouable pour un jeu de rythme, alors que normalement... le moindre délai te fait chier, quoi. Donc Stadia, moi, je pense que ça va continuer de se développer. Alors oui, ils ont dit qu'ils arrêtaient de
développer des jeux qui seront on va dire, des exclusivités Stadia. Cependant, il y a de plus en plus de jeux gratuits. Alors, je dis de plus en plus, mais tranquillement. Il y a 3 jeux gratuits, 2 jeux, je sais pas trop. Ouais, il y a Destiny 2, il y a Bomberman, et le dernier c'est Krayta, sur lequel nous avons pu faire un stream ensemble. Qui sont complètement gratuits et accessibles sans Google Stadia. Mais bon, l'interface laisse encore à désirer sur la première connexion. Les gens que j'ai invités à jouer avec moi, à Krayta, étaient un peu perdus sur Stadia. Il y avait des questionnaires, et ensuite tu devais te connecter, puis ensuite il te dit de payer, alors qu'en fait t'as pas besoin de payer, du coup tu passes à la page suivante, mais c'est pas très clair. En tout cas, à aujourd'hui, Stadia, pour moi, il est encore en situation un peu de bêta. Et c'est même pas parce qu'il y a personne dessus, c'est juste parce que c'est pas encore fini, quoi. Ça se sent. Mais bon, au cœur de la technologie, c'est là, quoi. Tout est là, ils ont tout pour réussir. Et l'infrastructure réseau, c'est eux qui ont la meilleure pour le moment, quoi. Bon, après, je parle au niveau d'un Français. Et le xCloud en France, peut-être qu'il est moins bon qu'aux États-Unis, je sais pas. En tout cas, le truc de Xbox il est pas terrible ici. Il y a Shadow qui j'ai entendu dire et j'ai pas pu tester malheureusement, mais Shadow a l'air d'être très très solide quand même. Alors j'ai pas pu vérifier, mais beaucoup d'échos et de sources fiables que. Alors oui, Shadow solide sur les appuis, mais comme l'idée de Shadow va plus loin que juste du streaming de jeu. Hein. On est vraiment sur une plateforme qui te propose un ordinateur puissant sur un abonnement. Et encore. Et ils ont failli être liquidés d'ailleurs. Ils ont failli. Ils ont été rachetés, mais du coup, leur offre se détourne et maintenant c'est plus du jeu vidéo. Enfin, c'est plus un PC à licence, ça va être autre chose. Mais je sais pas. Oui, pareil, c'est une activité qui date un peu, donc. Mais oui. Ouais. Ils pouvaient pas survivre parce que, avec la compétition qui arrive, forcément, ils se sont placés dans un endroit qui était un petit peu concurrentiel. Enfin, pas à l'époque, mais maintenant, ça l'est devenu et on peut plus se positionner en étant du streaming de jeu, pardon, sans être purement du jeu, quoi. Et du coup, Shadow, il te proposait plus que du jeu, mais il le mettait pas trop en avant. J'avais l'impression qu'ils étaient vraiment là en mode c'est pour les gamers, etc. Enfin, c'était ce qui ressortait de plus, quoi. De ressources serveurs, ils avaient pas assez. Oui, aussi. Et là, certainement aussi. Ça coûte cher. Extrêmement coûteux. Ouais. Vous pouvez pas assumer les commandes. C'est pas les premiers à tomber. Je me souviens quand alors ça remonte il y a 10 ans. J'avais découvert. C'était le premier à le faire. Ça s'appelait OnLive. OnLive, c'est une plateforme qui te permettait de streamer des jeux à distance. C'était complètement nouveau. Ça n'a jamais existé avant. Et ils sont morts directement après parce qu'en 2011, les connexions internet n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui. Et du coup, personne ne pouvait proprement jouer à OnLive parce que c'était juste lent. Mais t'avais le droit d'essayer le service pendant une demi-heure gratuitement. Puis ensuite, tu devais attendre 1 heure pour retester une demi-heure. Donc c'était sympa pour essayer. Et puis ensuite, si tu payais un petit abonnement, tu pouvais jouer à plein de jeux qu'ils proposaient. C'était un petit peu un petit peu un Game Pass, mais à l'ancienne, quoi. Et uniquement en streaming. Pareil, ils étaient un petit peu en avance sur leur temps pour le coup. Et du coup, ils ont juste coulé parce que personne ne l'utilisait. Parce que c'était pas encore convaincant, le délai était trop présent, il y avait beaucoup trop d'artefacts et c'était maximum en 720p. Bon bref, rien n'allait pour le mieux, mais technologiquement c'était une avancée de fou, quoi. Et puis voilà, j'ai plus trop d'autres choses à dire sur Google Stadia aujourd'hui. Hein. Écoute, si tu n'as pas de dernier mot, on va passer à l'actualité suivante. Hein. Eh bien, actualité suivante. Bon, écoutez, petite transition, comme à chaque fois pour ceux qui n'étaient pas là au début. Vous pouvez rejoindre le channel Discord, le serveur Discord avec Matt, et rejoindre donc l'amphithéâtre pour prendre la parole, ou encore vous pouvez réagir dans le channel général. Et pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez les liens en description pour la rediffusion. Et puis voilà. Donc, actu suivante. Nintendo. Nintendo fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, alors qu'il ne fait pas grand-chose. Il n'annonce pas grand-chose, et pourtant il parle beaucoup. On en parle beaucoup.
On en parle beaucoup parce qu'il y a la Nintendo Switch Pro. C'est encore un nom, un work in progress évidemment, qui doit être annoncé, qui devait être annoncé et qui n'est toujours pas annoncé. Et du coup, C'est tout le ça. monde voit des leaks qui débordent de plus en plus, des leaks notamment de prix sur des plateformes comme Amazon ou Boulanger, etc. Où on voit Nintendo Switch Pro et on voit un prix, il y a écrit 400 €. Et du coup, voilà, on en est là. Il y a des rumeurs, mais rien n'est confirmé. Nintendo ne s'exprime pas. Ça se trouve, Nintendo fait exprès de réagir en repoussant peut-être la conférence qu'ils auraient dû faire, je sais pas. En tout cas, ça fait parler. L'E3 démarre dans pas très longtemps. Et Nintendo devrait l'annoncer soit à l'E3, soit avant l'E3. Bon, bref, on sait toujours pas. Enfin, en tout cas, moi, je sais toujours pas. Et d'après les rumeurs, Ouais, personne ne sait encore, quoi. Mais Oui. je pense quand même qu'on devrait avoir des informations supplémentaires avant le 3 ou avant le 15. Le 15, c'est le jour où ils vont présenter leurs nouveaux jeux. Enfin, les jeux qui vont sortir en 2021. Parce que il va potentiellement avoir des jeux qui vont être montrés donc sur la nouvelle Switch. Donc on devrait avoir des nouvelles avant. Mais tout est possible et peut-être qu'on aura juste des nouvelles dans un mois, quoi. Mais parce que Nintendo n'a absolument rien dit sur rien officialisé sur la Switch, la nouvelle Switch Pro. On a des infos comme quoi elle va être produite en juillet, etc. Mais rien n'a été officialisé. Aucune communication officielle. C'est bien ça le problème. Par contre, un autre problème qui, entre autres, dérange les gens un petit peu, c'est le prix de la console qui est affiché partout sur les leaks. Il est de 399 €. Certains se posent la question de si ça va être un succès commercial ou pas, si Nintendo place la console aussi haut. Bah écoute, pour le même prix, tu as une PlayStation 5. Oui, digital. Digital Edition, certes, mais tu as une PlayStation 5 pour le même prix et du coup, globalement, pour le même écosystème, donc un écosystème fermé où tu vas devoir acheter tes jeux sur la Switch et tout. C'est déjà le cas avec une Xbox Series S. Et oui, la Xbox Series X, alors S, pardon, elle est à 300 €. La Switch aurait pu se positionner à 300 €. Et on sait toujours pas d'ailleurs si elle va le faire. Mais en tout cas, les revendeurs se posent à 400 € pour le moment, dans les leaks qu'on a pu entrevoir. Du coup, je sais pas trop pourquoi ils font ça. Alors, il y a deux solutions. Soit le prix a déjà été communiqué aux revendeurs, et donc les revendeurs se mettent au prix qui a été annoncé en interne, j'en sais rien. Soit c'est les revendeurs qui, d'eux-mêmes, prennent de l'avance et mettent un prix. Et quitte à ce que le prix soit un peu trop haut, ils le mettent. Et ils préparent la page. C'est aussi ce qui peut être fait. Possibilité. Bon, dans tous les cas... Mais moi, oui. 400 €, franchement, je le vois venir quand même. Je pense qu'on va aller vers les 400 €. Je pense qu'on va aller vers les 400 €, puisque... Et je pense 400. Une chose qui est importante à savoir, c'est que Nintendo travaille main dans la main avec Nvidia pour produire ses consoles. Évidemment, Nvidia a des gros problèmes d'approvisionnement, et donc c'est pas impossible que les prix soient un peu plus chers. Et moi, je serais même pas surpris de voir une Nintendo Switch Pro à 450 € ou plus. Moi, ça me choquerait pas du tout. Parce qu'il n'y a pas tant de nouvelles technologies embarquées, tu vois. Mais 400 €, ça sera déjà plus cher pour ce que c'est, la Switch Pro. Mais ils peuvent se permettre de la mettre cher, quoi. Et avec le succès de la Switch... oui, ils peuvent se le permettre. À voir s'ils mettent des exclusivités ou pas. À voir s'ils annoncent le prochain Zelda en même temps ou pas. Moi, ça m'étonnerait pas non plus. Il y a de fortes attentes quand même sur ce Zelda. Voilà, il y a de fortes attentes. Les gens devraient être présents, on va dire, en quelque sorte. Enfin, Nintendo devrait répondre présent lorsqu'on parlera de Zelda, j'espère en tout cas. En tout cas, s'ils veulent vendre leur console, si c'est pas un Zelda, ça va pas le vendre. Et il y a les le Pokémon, logo... mais
Et oui, on a le nouveau Pokémon. Mais... alors oui, Pokémon, il y a écrit Pokémon, du coup ça va vendre la console. Moi j'ai confiance en Pokémon que sur ça, quoi. Maintenant, la qualité du jeu, on verra bien. Nous montrer un trailer qui rame, ça va 5 minutes. Voilà. Mais sinon, ouais, la Nintendo Switch Pro, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment, vu qu'elle va être forcément meilleure, plus puissante, que ça va pas juste être une Lite. Donc, il va y avoir forcément, je pense, un meilleur écran sur la tablette et potentiellement, du coup, potentiellement de meilleure résolution sur un écran de télévision, donc potentiellement de la 4K. Je suis pas sûr pour la 4K. Je suis pas Je convaincu. crois que ça a été annoncé. Uniquement en docké. Pour une tablette, ça m'étonnerait. Sauf s'il y a le On DLSS. attendra. S'il y a le DLSS, Oui, évidemment, bien évidemment. sûr. Avec Mais le comme j'ai DLSS. dit, le DLSS, ça demande d'avoir une carte graphique qui a du RTX intégré. Et dans ce cas-là, ta console, elle va pas coûter 400€. Voilà, c'est tout ce que je dis. Avec, disons, 100€ de marge, et je pense que ça suffit largement. Au vu de l'état actuel du marché des composants. Je pense. On verra bien. Le futur est dans les mains de Nintendo. Et puis on verra à quel prix ils vont se poser. Mais ils ont de la marge. Avec leur succès, bien sûr, ils ont largement de marge. Surtout que, j'ai entendu aujourd'hui, pour finir, au Japon, sur la semaine dernière, ils ont vendu 70 000 consoles. Et oui, ça ne s'arrête jamais. C'est énorme. Ouais, Ça ne s'arrête jamais. Donc bon, Nintendo, il va bien. Ça, je n'en doute pas. Pour transition, évidemment, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez réagir en levant la main sur Discord ou encore directement parler dans le channel général ou le channel amphi. Pour ceux qui sont sur la rediffusion, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur, il y a le lien dans la description. Et puis on peut continuer, maintenant que les informations sont dites, à la 4e actu de la journée. 4e actu sur 5, je rappelle. Une actualité que je classerai dans les actualités Peggy 18. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a donc il existe. Il faut qu'on garde tous les mots qu'on va prononcer doivent être family friendly à partir de maintenant. Sinon, il va y avoir des problèmes. Il y a des jouets pour adultes que vous connaissez ou pas, que vous utilisez ou pas, si vous êtes client, qui existent et qui sont qu'on appelle donc des jouets connectés. Jusqu'ici, tout va bien. Ça permet à des personnes qui sont de sexe opposé ou pas de se synchroniser, d'avoir deux jouets synchronisés et tout ce qui se passe d'un côté est répliqué de l'autre côté. Jusqu'ici, on est bon. Ces petites choses utilisent une technologie qui s'appelle le Bluetooth Low Power machin. J'ai oublié le nom. Low Energy, le BLE, Bluetooth Low Energy. Et le Bluetooth Low Energy, c'est une petite technologie qui est utilisée notamment sur les smartwatches, qui est utilisée sur des manettes de console. En gros, c'est du Bluetooth, mais qui consomme pas, globalement. Donc c'est fait pour les petits objets portables et pour ce genre de produits. Eh bien, il faut savoir que donc il y a deux entreprises, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Il y a deux entreprises qui vendaient ces produits. Sense Max et les Vibe Jive. Ok, merci pour l'information. Ces deux petits outils, donc ces deux entreprises, pardon, avaient utilisé en fait, il y a un mot de passe par défaut quand tu vas appairer ton téléphone, parce que ça marche avec le téléphone et une application. Quand tu vas appairer l'objet avec ton smartphone, il va pas te demander le mot de passe, c'est un petit peu comme une enceinte. Sauf que normalement, il y a une clé de chiffrement qui est temporaire et qui doit être utilisée et qui doit être différente à chaque fois que tu te connectes à un nouvel appareil. Sauf que là, cette fois-ci, la clé temporaire, c'était le chiffre 0. Voilà, donc il y a des personnes qui ont découvert ça, et du coup, par extension, ça veut dire qu'à peu près n'importe qui peut s'appairer avec ton jouet, et du coup faire ces petits malins. Et du coup, évidemment, si jamais tu es dans un endroit où il y a du monde, ou tout simplement dans une résidence avec des appartements, dans un bâtiment dans lequel il y aurait des personnes qui seraient à portée de Bluetooth, donc une dizaine de mètres, ce n'est pas impossible de te faire pirater
ton petit jouet. Donc évidemment, ça a été relayé instantanément, donc, donc les entreprises sont au courant, elles ont annoncé qu'elles avaient déjà pris en compte le problème et corrigé le problème, mais cependant, les enfants, restez vigilants sur les matériels sans fil que vous connectez à vos appareils, puisque ce n'est pas impossible que quelqu'un d'autre puisse prendre le contrôle si jamais vous achetez quelque chose d'un peu cheap ou quoi. En tout cas, c'est une news qui me fait bien rire, parce que on retrouve de la technologie absolument vraiment partout. Tout est connecté maintenant. Et c'est marrant qu'il y ait des failles de sécurité sur des choses si simples, juste parce que ils ont acheté peut-être du matériel chinois, ils n'ont pas trop regardé, et les composants, pip hop, le code par défaut, hop c'est 0, c'est très bien. Voilà quoi. En tout cas, ça c'est réglé. Faites attention à vous et à ce que vous utilisez avec vous. Normalement ça doit aller. Je pense que ça peut conclure là-dessus. Tu n'as pas de petites réactions sur ce genre d'actualité? Parfait. Bon, écoutez, pour ceux qui nous écoutent encore et qui sont sur Discord, n'hésitez pas à lever la main. Je vais dire ça à chaque fois qu'on va transitionner, c'est terrible. Évidemment, ceux qui nous écoutent en rediffusion sur YouTube, pas de soucis, vous pouvez nous retrouver en chat en temps réel sur Discord. Il suffit de rejoindre le Discord, le lien est en description. Et on vous préviendra un tout petit message comme ça pour voir, et puis pour intégrer, et puis voilà, parler directement. Alors attends, je crois avoir vu du monde écrire sur le channel. Oui, en effet, certains ont dit que je ne lèverai pas la main. Bref. Et enfin, pour conclure, l'actualité technique, tech, avec Matt finalement, et en compagnie de Raynham. La dernière actualité va parler de Valve. Volvivous, la grande entreprise qui possède notamment Steam, Half-Life, Dota, Counter-Strike, etc. Le Valve Index. Le Valve Index, donc HTC Vive, la grande plateforme de réalité virtuelle qui est SteamVR, sera présent à l'E3 lors de la PC Gaming Show, je crois, si c'est ça le nom. Et donc, Valve sera présent, oui voilà, c'est lors de la PC Gaming Show pendant l'E3. Et ils ont annoncé qu'ils auront des annonces à effectuer à propos de Steam. Et c'est tout, voilà. Bon après, Valve, c'est difficile de communiquer avec eux, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est rare qu'ils prennent la parole comme ça. Ils prennent la parole à l'E3, ils sont pas souvent là, donc ça fait plaisir. Mais ouais, s'ils sont là, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, Valve, une entreprise que j'aime beaucoup. S'ils annoncent quelque chose sur Steam, je suppose que ça va être principalement donc logiciel, peut-être une mise à jour fantastique sur Steam, qui permettra, j'en sais rien, d'avoir un Game Pass pour Steam. Je dis des trucs un peu au pif, mais ça pourrait être ce genre d'annonce-là. Oui. Ouais. Ça pourrait être des mises à jour à propos de Steam OS, et donc leur système d'exploitation basé sur Linux, puisque Valve travaille de manière très très active sur un système d'exploitation de gamers qui s'appelle SteamOS, et si vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal, c'est parce la première fois qu'ils ont essayé de le sortir, ça n'a pas marché, mais de plus en plus ils le travaillent, et j'enchaîne directement sur une petite actualité qui fait entendre dire que, enfin même pas du tout, parce que Steam c'est pas une rumeur, ont breveté un petit matériel qui s'appellerait le nom de code SteamPal, le compagnon Steam on va dire, et ce serait une sorte de petite console portable aux allures d'une Nintendo Switch et qui serait capable de se docker. Les gens ont découvert l'existence du SteamPal principalement grâce à des lignes de code perdues et ou commentées dans le code de Steam, donc avec le nom de code de SteamPal, etc. Donc c'est pas le nom officiel, mais on pourrait voir arriver bientôt un premier concurrent à la Nintendo Switch sur un marché où Nintendo est vraiment tout seul, quoi. Personne n'est arrivé au milieu pour s'implémenter avec lui, par
bien évidemment les smartphones sur mobile, mais encore, c'est pas vraiment des C'est concurrents. une autre catégorie. C'est, je pense, une catégorie à part, mais le Steampal serait, du coup, vachement proche de ce qu'on retrouverait sur la Switch. Valve ne Ah, sont pas des débutants. Tu voulais poser une question, pardon. Non, c'est bon. J'allais dire que ce serait un concurrent direct, quoi, surtout Ça qu'avec serait extrêmement direct. ils ont un background énorme, Valve, donc sur la bibliothèque Steam, etc. Donc Ils ont un énorme un background. truc à prendre à la légère. Ils ont une plateforme qui est du coup extrêmement bien développée. Ils étaient top 1, enfin ils sont toujours top 1, mais ils étaient quasiment les seuls sur PC pendant plus de 10 ans. Avec Battle.net à côté, et puis peut-être Uplay pour ceux qui y jouent, tu vois, vraiment. Maintenant avec Epic Games, ils ont accéléré le rythme, ils ont mis à jour, ils ont beaucoup mis à jour Steam depuis que Epic est arrivé. Et maintenant, ils vont essayer de se tenter au hardware de console. C'est pas la première fois qu'ils le font. Ils avaient déjà sorti des Steam Machines à l'époque, qui étaient des concurrents au PlayStation et au Xbox, mais qui tourneraient sur SteamOS et qui permettraient de faire jouer à tous les jeux PC à tous les jeux Steam en fait devraient tourner sur ça. Le problème évidemment, c'est que c'est sur Linux et que sur Linux il n'y a pas DirectX et que du coup ils ont développé un outil qui permet de lancer des jeux DirectX sur Linux, ça s'appelle Proton. Et Proton a fait énormément d'avancées ces derniers temps. Et maintenant, tu peux lancer des jeux comme GTA V sur Linux sans problème. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 5 ans, quoi. Ouais, puis il me semble bien que tu peux pseudo-émuler des Windows pour jouer à certains jeux aussi, donc c'est assez puissant. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est pas de l'émulation, hein, on est vraiment sur de la traduction de références, on traduit directement ce que la carte graphique doit afficher en langage Linux dans l'idée. Donc on reçoit du langage Windows, il y a un traducteur au milieu qui va traduire ce qui est censé être fait en langage Linux globalement. Et du coup, c'est pas les je pense que Valve n'aura pas de difficulté à sortir une plateforme physique, donc du hardware. Par contre, est-ce qu'elle va fonctionner ou pas? Ouais. Ça, c'est là une autre histoire. Est-ce qu'il y a un marché disponible pour ce genre de plateforme? Moi, je pense que... Alors, Valve, là où ils avaient fait une erreur la dernière fois, en quelque sorte, ils ont essayé de se glisser entre Sony et Microsoft avec des PC fixes, mais compacts, mais ils n'étaient pas du tout à la hauteur niveau puissance, niveau optimisation, l'interface laissait à désirer, la manette était très expérimentale, donc le Steam Controller. Et en plus, c'était une architecture, donc c'était vraiment n'importe quel constructeur pouvait faire une Steam Machine. C'était pas Steam qui faisait de Steam Machine. C'était Alienware, c'était HP, c'était des marques de PC, quoi. Là, avec le Valve Index, on a vu que Valve était capable de se séparer de constructeurs tiers. Donc avant, c'était HTC Vive, maintenant c'est Valve Index. Ils se sont séparés de HTC pour faire de leurs propres équipements. Le Valve Index qui a explosé les ventes de tous les casques VR pendant un certain temps, qui est très présent sur le marché casque de luxe, on va dire, en tout cas. C'est le meilleur casque que tu peux trouver actuellement sur le marché, il n'y a pas mieux, sauf si tu vas chercher très haut dans les casques professionnels. Donc je pense que niveau hardware, ils vont essayer de faire un truc à eux. C'est-à-dire un Valve quelque chose, qui marcherait avec SteamOS et l'interface Steam Big Picture qu'on connaît tous. Et là où ça peut être intéressant, c'est, imaginons une console donc comme une Nintendo Switch, mais un peu plus, ou un contrôleur qui va être un peu plus poussé sans doute, mais où tu vas pouvoir jouer à tous tes jeux Steam, n'importe lequel, mais aussi aux jeux Game Pass, imaginons. La puissance. Si on va aussi loin, alors déjà non, c'est pas possible d'avoir le Game Pass sur SteamOS, puisque le Game Pass ne fonctionne pas sur Linux, en fait, tout simplement. Tu ne peux pas avoir de Game Pass sur Linux, c'est tout. Parce que ça utilise l'interface du Microsoft Store et... L'idée, ça va être les jeux. Mais oui. Le Game Pass, tu vas t'intégrer, mais admettons l'abonnement. Si dans le monde parfait de Valve qu'on est en train d'imaginer, on est vraiment sur une plateforme portable qui te permettrait d'avoir un abonnement qui te permettrait d'accéder à une librairie de jeux sur Steam.
C'est ça. au travers de ta console portable. Et qui sait, potentiellement un service de streaming avec Steam qui ont beaucoup poussé, qui ont beaucoup mis en avant leur système de jeu en local mais à distance, en partageant son écran. Qu'ils ont beaucoup avancé, en tout cas il y a eu de grosses mises à jour il y a 2-3 mois. Ça m'étonnerait pas qu'ils soient aussi potentiellement présents sur le marché du cloud streaming, là où Nintendo n'est pas du tout. Et ne sera pas dans dans le futur proche. Donc ouais, ce serait prendre les devants, c'est pas... En tout cas, ça sera Intéressant. forcément plus cher qu'une Switch. Pour moi, ça sera minimum à 600 €. Minimum 600 €. Minimum. Et encore, je suis très gentil. Parce oui. que c'est du matériel custom, ça vient de sortir, c'est la crise, c'est leur première fois. C'est un truc PC, donc c'est quand même assez niche malgré tout. Enfin, pour moi, ça va pas Ça, être. c'est une console portable. Oui, bah une console portable. Tu veux que ça Tu peux tourne pas mettre une Linux première et que ça 80 tourne des dedans. jeux. Et non, mais ils promettent quand même de faire tourner Ouais. des jeux, quoi. Pas, Je ferais peut-être 4... Ah non, pas... Bref, 400. c'est 400, impossible que c'est ce soit en très dessous de 500 €. optimiste, C'est mais impossible. 500 €, c'est que Ouais, Microsoft c'est vrai. et Sony qui peuvent Non, se mais le t'as raison. permettre parce qu'ils ont un marché d'enculés. Ils sont déjà implantés en fait, donc Ça veut rien dire. Ils sont implantés depuis 25 ans, ça veut rien dire. ils ont un Euh, système économique qui marche et ils savent comment... Enfin, ils vendent Valve, des le seul consoles, marché dans lequel ils sont intégrés, c'est la VR. on le sait. C'est ça. Et surtout qu'ils n'ont pas aucun parc installé, donc hormis Steam, mais s'ils veulent... Enfin, actuellement, ils n'ont pas d'hardware, donc s'ils veulent vraiment s'intégrer au marché, il faut vraiment qu'il soit quand même attractif, mais pas excessivement cher. Hein. Ils seront pas moins chers que les autres consoles, mais En tout cas, moi, c'est ce qui me fait peur. C'est le prix. Mais après, est-ce que ça vaut l'expérience? bah, c'est la On plus verra grande inconnue, bien. je pense. Hein. Encore une fois, l'annonce qui va être faite à l'E3 concerne Steam. Pas de machine, pas de jeu, mais vraiment Steam. Donc, pour moi, ça va être soit un redesign complet du Steam Big Picture, ça peut être du coup cohérent avec la sortie d'une console à venir, soit c'est du cloud streaming ou un abonnement. Après, ils peuvent dire complètement autre chose et je me serais trompé. Ce sont des choses je peux pas coller. Moi, j'ai eu on te dira des liens avec Xbox, donc Eh bien, on verra. verrons bien. Qui sait, peut-être que Steam va se lier avec Google Stadia pour avoir une plateforme de streaming ultra Alors là, performante. Et du coup, Stadia revivrait dans on peut tout attendre. à travers de Steam. Qui sait? Bon, là, je vais peut-être un petit peu trop loin. On va arrêter de rêver. Et puis même arrêter de rêver, on va arrêter tout court. Merci à ceux qui étaient présents lors de ce superbe live. Évidemment, vous retrouverez la rediffusion sur YouTube. Merci à toi, Raynham, d'être passé. Et puis de nous avoir donné ton avis sur ces petites choses-là. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos réactions sur les différentes actualités qui ont été choisies ici. Sur ce, il faut rejoindre le serveur Discord, car c'est sur Discord que nous faisons en live ce petit format de podcast sur lequel, bien sûr, vous pourrez prendre la parole, puisque sur Discord, maintenant, il y a cette fonctionnalité où les gens peuvent lever la main et donc être acceptés sur une sorte de scène, une sorte de salle de conférence. Donc n'hésitez pas à venir prendre la parole pour ceux qui le souhaitent, sinon il y a un chat en temps réel sur Discord aussi, hein, il y a un channel dédié rien que pour ça. Et puis voilà, donc merci à tous ceux qui ont écouté, ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines rediffusions. Et puis voilà, mettez la petite cloche, tout ça, enfin vous connaissez les bails. Hein. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt, un vrai plaisir, merci Matt. Goodbye.